Donc, on va parler de quoi aujourd'hui? On va faire une petite success story. On va prendre plein de bons conseils en fait de notre intervenant de chez Assureland, une très très belle marque, et on va parler de la réalisation d'une stratégie SEO gagnante. Donc, ça va se passer comment? D'abord, je vais être l'animateur de ce webinaire, Michel, Customer Success Manager chez CMJ, et je suis accompagné de Paul Romano, directeur SEO d'Assureland. Et je vais le laisser se présenter en 2 minutes et présenter surtout aussi son entreprise. À toi, Paul. Alors, bonjour, je suis Paul Romano, donc je suis le directeur SEO d'Assureland. Assureland, c'est un comparateur d'assurance en ligne qui est en place depuis plus de 20 ans déjà sur Google, donc un acteur historique du marché. La particularité d'Assureland, c'est que son panel d'assureurs est assez important, c'est un des plus gros du marché, donc, et le plus varié. Et l'intérêt, enfin la différence d'Assureland peut-être par rapport à ses concurrents, c'est qu'on est un véritable site d'intermédiation, donc on met en relation les internautes avec les assureurs via des formulaires et des générations de devis. Ensuite, les assureurs recontactent les internautes. Voilà. Alors moi, je ne vois pas la présentation chargée, hein. Ah, tu vois pas la présentation? Non. Non. Ah, parce que chez moi, elle est bien affichée, elle est bien en direct. Donc ça, Ouais. c'est curieux. Je sais pas d'où ça vient. On nous dit dans le chat qu'on la voit, en fait, la présentation. Donc, je sais pas si tu peux la... Je vais rester sur la mienne en parallèle, tu peux y aller. Ça marche. Évidemment, on va parler aussi un petit peu de la plateforme CMJ, la plateforme CMJ, la plateforme SEO dédiée à votre stratégie de contenu, donc qui aide à la priorisation, à l'optimisation et au suivi de vos KPI en termes de SEO, avec pas mal de jolies références. Pour le SEO Square, une offre spéciale CMJ, un workspace CMJ supplémentaire sur la plateforme ou une extension Chrome incluant 10 utilisateurs. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, vous n'hésitez pas, vous cliquez sur le lien ou vous demandez directement sur le chat. On a des personnes qui sont en charge et qui vont vous répondre par rapport à ça. Et on va pouvoir démarrer. Donc, on va passer au sommaire. Le sommaire, on va commencer par les enjeux SEO d'Assureland. On va parler d'organisation, de structure d'approche SEO, de mise en œuvre opérationnelle, de création de contenu, bien sûr, et évidemment de résultats et de bénéfices. On va voir tout ça avec Paul. On va donc parler... Vas-y, Paul. Non, tu commences. Dis-moi. Oui, on commence par les enjeux. Ouais, on va parler effectivement d'enjeux SEO, tout à fait, et de l'état des lieux. Donc, je te laisse un petit peu détailler l'état des lieux qui est quand même intéressant à regarder. Alors oui, les enjeux SEO sont énormes chez Assureland, sont même tout est centré aujourd'hui, toute la stratégie d'Assureland est centrée sur le SEO. Le SEO aujourd'hui représente 2/3 du trafic et toute la stratégie d'acquisition est centrée sur le SEO. Alors, toute l'acquisition ne se fait pas que sur le SEO, mais elle est centrée sur le SEO. Ce que ça veut dire, c'est que nos objectifs, c'est vraiment de se positionner, d'améliorer nos positions sur l'ensemble des mots-clés business, donc ces mots-clés qui sont les plus intentionnistes et ceux qui permettent de faire de l'acquisition de leads. Et donc, cette croissance d'acquisition de leads en SEO va nous permettre ensuite d'investir sur les autres canaux, comme le paid, par exemple, ou d'autres. Mais voilà, donc c'est un cercle assez vertueux où le SEO est vraiment au centre de tout, et c'est pour ça qu'il est méga important. Il est méga important, et puis voilà, 68,8% qui vient du SEO, c'est pas du tout anodin. Ça montre l'importance qu'on est obligé de consacrer évidemment par rapport à ça. C'est pas forcément le cas dans tous les secteurs, donc c'est vraiment intéressant de voir qu'ici on a ça. Alors, on va passer à la slide suivante. Hop, me voilà, hop, j'arrive. Donc, le but ici, c'est évidemment pour toi d'aller, pour toi et tes équipes, c'est pas que pour toi évidemment, c'est d'aller chercher des leads et du ROI. Oui, tout à fait. Et dans un marché qui est extrêmement concurrentiel. Si on parle de la concurrence, il faut savoir que le marché de l'assurance, de mon point de vue, c'est peut-être l'un des marchés, voire le marché le plus difficile qui puisse exister sur Google. La concurrence est extrêmement forte. Alors historiquement, c'était les comparateurs qui se partageaient le gâteau il y a plus de 5 ans. Aujourd'hui, depuis 5 ans, les assureurs ont énormément investi ont énormément investi sur leur SEO. Donc, ont dépensé énormément d'argent en stratégie édito, netlinking, etc. Donc, globalement, aujourd'hui, le marché se partage entre les assureurs et les comparateurs. Mais
comme ça ne suffit toujours, enfin, comme la complexité est toujours un peu plus forte, on se retrouve avec de nouveaux types d'acteurs qu'on appelle les AssureTech qui, eux, font des levées de fonds assez importantes. Et on les retrouve, ces AssureTech, hein, on les connaît, il y a les Luco, les Ornica, et qui posent aussi des problèmes de concurrence, puisqu'ils investissent vraiment massivement, que ce soit en SEO, même en paid. Donc, la concurrence est à son maximum, on peut le dire. Les AssureTech, est-ce que tu peux, tu as détaillé quelques marques, nous dire à peu près à quelle époque ils sont arrivés? Ouais, ça date d'il y a 2-3 ans. Ok, ça est 2-3 ans et ça bouscule quand même fortement le marché, j'imagine. Ouais, depuis 2 ans, oui, ça s'accélère très fortement. Ouais. Alors, Donc, après, ça dépend des levées de fonds des AssureTech, mais globalement, c'est ça. Ouais. Mais bon, donc un- les concurrents, les vrais concurrents sont les assureurs et les comparateurs, mais c'est eux qui prennent tout le marché. Mais les AssureTech percent dans certaines niches. Mm. ok. Mais super intéressant de voir que initialement, on avait surtout les comparateurs. On a maintenant les AssureTech d'un côté, les assureurs de l'autre, et en fait, tout le monde qui essaye de rentrer sur les mêmes pages de résultats Google, ce qui fait beaucoup de monde pour 10 places, Exactement. mécaniquement. Donc voilà. Du coup, on va parler un petit peu d'organisation, de process d'équipe SEO, de voir en fait comment vous vous êtes adapté, comment vous avez réagi en fait par rapport à ça chez Assureland. Donc, en termes d'organisation et de process, on va rappeler que chez Assureland, vous êtes plutôt une petite structure et vous Ouais. affrontez parfois des mastodontes, hein, on peut le dire. Ouais, Donc, on peut le dire. donc voilà, donc c'est pas simple. Donc je vais te laisser détailler ici un peu votre organisation, comment vous fonctionnez en interne. Alors, oui, Assureland, c'est une petite structure, hein, si on devait comparer à d'autres comparateurs qui sont voilà, il y a 2 à 3 fois plus de monde chez eux. Mais on est une structure qui est extrêmement, alors déjà qui a une expérience sur la maîtrise du site et qui est très importante. Donc la partie technique, le CTO a une place très très importante chez Assureland. Et donc on est quand même une petite structure, mais globalement, ouais, 15 à 20% de l'équipe d'Assureland, ce sont des rédacteurs. Donc c'est quand même une part importante qui est dédiée à la rédaction et au contenu. Hein. Donc c'est la preuve que le SEO est au centre du projet. Voilà, donc l'organisation, elle est comme sur le slide aujourd'hui, mais elle a évolué depuis 2 ans, depuis que je suis arrivé chez Assureland, et elle s'est structurée avec le temps et en fonction surtout des updates Google qui ont beaucoup impacté la façon dont on doit en tout cas appréhender les contenus. Mais aujourd'hui, on l'a organisé de la sorte, c'est-à-dire que moi, je définis la stratégie sémantique, je définis les études de mots-clés, je définis les contenus, et ensuite, la chef de projet content planifie avec les rédacteurs. Voilà. Exactement. J'en profite parce que je vois passer des questions en fait dans le chat. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions pour que nous y répondions à la fin de ce webinaire. On aura 10 minutes en fait pour répondre à vos questions et apporter plein de réponses. Et j'en profite aussi pour saluer Sigrid qui n'est pas là et qui travaille avec toi, Paul, et Mais, aussi tes rédacteurs du coup. oui, c'est gentil. Ils l'entendront un peu plus tard. Ouais. Voilà, ils l'entendront plus tard. Et en attendant, on va passer un petit peu aux thématiques, les thématiques phares. Évidemment, on s'en doute un peu, hein, je pense, dans l'audience quand on est dans l'assurance, mais c'est intéressant que tu nous le confirmes. La thématique phare chez toi, c'est l'assurance auto. Oui, bien sûr, c'est la grande majorité du business et des efforts qu'on concentre sont dessus. Mais par contre, évidemment, quand on déploie une stratégie de cocon sémantique, on en parlera un peu après, évidemment, on ne peut pas faire que de l'auto, donc il est très important de faire en sorte que les cocons sémantiques soient assez conséquents dans chacun des produits. Mais clairement, les yeux sont surtout focus sur tout ce qui est tout ce qui est autour des produits auto. C'est clair, c'est clair et net. Oui. Voilà, l'assurance auto, clairement la priorité. Et puis derrière, de la mutuelle santé, de l'assurance habitation, de l'assurance moto, de l'assurance emprunteur. En fait, tout ce qui est très concernant en termes d'intention utilisateur, évidemment. Mais c'est intéressant de voir, on voit la découpe des volumes de recherche, hein, notamment, qui est quand même hyper intéressante là-dedans, même si on va aller chercher plein de mots-clés derrière tout ça. Ce sont les 5 produits phares, oui. Exactement. Et donc là, on a montré un peu l'ensemble sémantique en fait de contenu chez Assureland sur Assurance Auto. Donc
Tu travailles, si je ne me trompe pas, en cocon sémantique, comme beaucoup de tes concurrents. Donc, la Bien technique du sûr. cocon, elle est vitale, en fait, sur ton activité. Donc, je te laisse un petit peu nous en parler. On voit que c'est pas facile, hein. Il y a des volumétries de contenu extrêmement fortes en face. Oui, alors c'est-à-dire que donc oui, c'était quand je suis arrivé chez Assurance il y a plus de 2 ans, il y a à peu près 2 ans. Donc j'ai défini toute une stratégie sémantique et donc de mise en place de cocon sémantique. Auparavant, on va dire que les choses étaient il y avait énormément de rédaction de contenu, mais qui n'était pas forcément structuré, cadré et mise en place dans une architecture de cocon sémantique. Donc ça a été le projet phare d'Assurland depuis 2 ans. Et tout tourne autour de cette architecture de cocon sémantique où on essaye de mettre en place l'ensemble des contenus à l'intérieur de cette architecture. Donc on va dire qu'on a plutôt deux architectures parallèles. Il y a l'ancienne et la nouvelle. Et plus le temps passe, plus l'architecture des cocons sémantiques prend une place prédominante. Et c'est le but. Et puis à terme, elles deviennent l'architecture principale du site. Et donc, voilà. Donc, tu Et peux dire oui, on peut dire qu'à terme, côté assurant, la stratégie éditoriale va fonctionner quasiment à 100% en cocon sémantique. oui, à terme, oui. Donc, ça prend évidemment énormément de temps puisque le site d'Assurland était un gros site et est devenu un site un peu plus spécialisé aujourd'hui où on a fait en sorte que l'architecture du site soit plus focus autour des cocons sémantiques. Donc, on a fait énormément de travail de migration et de travail sur le maillage interne et sur les migrations d'URL pour que le site soit plus cohérent et plus structuré autour des cocons. Mais oui, c'est l'objectif. Ouais. Le nerf de la guerre. C'est tout migrer dans les cocons à Voilà. la fin. Tout à Voilà, fait. on n'est pas que dans la théorie du cocon, on est dans la mise en application concrète avec une stratégie éditoriale qui va se focus là-dessus, chez toi et j'imagine aussi chez tes concurrents. Oui, chez les concurrents, c'est en place. Eux aussi le font, bien sûr. Évidemment, tout le monde met en place ce type de... Et les assureurs aussi le font aussi. Tout le monde se met à travailler là-dessus et donc avec une énorme importance qui va être accordée à la structure de tes pages piliers, puisqu'on rappelle que sur un cocon sémantique, en fait, la base, c'est quand même la page stratégique, c'est la page pilier, c'est celle sur laquelle on va envoyer du link juice, et donc créer des contenus qui vont la pousser, mais tu accordes beaucoup d'importance, évidemment, à la structure de ta page pilier. Alors oui, la page pilier, moi je l'appelle la page hub, mais oui, c'est une page qui permet de structurer techniquement le cocon sémantique à partir des pages que j'appelle maîtres. Donc, par exemple, la page maître, ça va être assurance auto ou assurance habitation. Et ensuite, juste en dessous, on va avoir les pages hub. Donc, il y en a plusieurs. Il y en a une par sous-thématique de cocon. Donc, par exemple, dans l'assurance auto, on va avoir, par exemple, tous les sinistres. Donc, on va avoir une page hub sinistre dans laquelle on va retrouver l'ensemble de nos contenus sinistres. Et donc, cette page, elle est surtout là, et c'est une page technique qui permet d'envoyer un signal de maillage fort à Google pour lui dire que le cocon sémantique existe, le silo existe, et que tout est fait en sorte que les choses soient bien structurées au bon endroit. Voilà. Voilà, c'est très très bien dit, c'est très très clair. Et donc, pour cela, évidemment, tu vas fonctionner en mode gestion de projet. C'est toi qui planifie, je crois, le travail des rédacteurs? Oui, tout à fait. Alors, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai initié. Puis ensuite, collectivement, on a tous travaillé ensemble pour que la méthodologie de gestion de projet se mette en place. Donc, c'est un travail collaboratif, mais c'est moi qui l'ai initié en tant que directeur SEO. Il fallait bien lancer le projet de structurer l'équipe. Et donc, effectivement, c'était très important en fait, pour mettre en place des cocons sémantiques, il faut s'organiser. Et comme on organise des cocons sémantiques, il faut organiser l'équipe en interne. Et donc, c'est important que chacun connaisse ses rôles et de savoir comment on peut communiquer à l'intérieur de la société, quel retour on doit faire à quel moment. Et c'est pour ça que SEMJ est très important à ce moment-là, puisqu'il permet justement de fédérer les différents rôles que chacun peut avoir au sein de l'équipe, donc entre le directeur SEO, la chef de projet content et les rédacteurs.
Et donc, c'est là où SMJ a toute son importance. Et donc, la gestion de projet, c'est extrêmement important pour pouvoir atteindre pour atteindre une certaine production de contenu, une quantité de production de contenu de qualité, surtout de qualité, et une quantité aussi, puisqu'il faut quand même que les cocons grossissent, parce que sinon on n'arrive pas aux objectifs. Donc voilà, donc tout ça, ça a été très important de structurer en interne. Donc ça a été un travail collectif entre moi, les différentes personnes de l'équipe, même la direction marketing qui a été avec moi pour m'appuyer dans ce projet. Voilà. Tout à fait. Et donc, la montée en compétences SEO des rédacteurs, on en a encore reparlé hier. C'est quelque chose qui nous tient aussi beaucoup à cœur chez CMJ. C'est une partie aussi de mon travail au quotidien dans l'accompagnement de mes clients. C'est aussi de faire monter en compétences les rédacteurs. Pourquoi ? Pour qu'ils sachent en fait finalement quoi tout cela peut correspondre, que ça ait du sens en fait leur métier, que tout ça soit bien compris et que les enjeux soient parfaitement assimilés. Oui, on peut croire que c'est une petite partie, mais en fait, c'est une partie extrêmement importante des objectifs à atteindre, parce qu'on se rend compte avec le temps, et surtout avec les updates Google, que la difficulté à atteindre les objectifs est de plus en plus élevée. Et en fait, ça demande de plus en plus de discipline et d'exigence sur ce qu'on doit écrire. Sur ce qu'on doit mettre dans les contenus. Donc, c'est très important d'impliquer les rédacteurs sur les différents objectifs SEO, la veille SEO, ce qui évolue. Donc, il est très important de faire descendre. C'est moi qui communique auprès des équipes toutes les implications, les nouvelles implications des updates Google, pour que eux prennent en compte ces implications, pour que vraiment ils s'impliquent réellement dans une rédaction qui corresponde vraiment à ce que les internautes recherchent. C'est hyper important, et c'est ça qui fait qu'un contenu peut très vite passer en première page et en top 3, en top 5. Ouais. Ok, merci Paul. Deux choses. Du coup, on a beaucoup de questions, donc ça c'est super cool. Continuez, votez pour vos préférés. On n'aura pas le temps de répondre à toutes parce qu'il y en a vraiment énormément. Et deuxième chose, très bien, on a atteint la limite de participants, on est plus de 1000 en fait dans ce webinaire, donc on continue et on va parler de la structure de l'approche SEO avec Paul. On parle de cocon sémantique un peu et de contenu là depuis tout à l'heure, mais il n'y avait pas que ça côté Assurland, il y avait d'autres choses aussi à mettre en œuvre, et notamment côté technique. Est-ce que vraiment en 30-40 secondes tu peux revenir là-dessus, parce qu'on voit que là, on a des scores qui sont assez géniaux. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, comme vous le savez, le SEO, c'est 3 piliers. C'est la technique, c'est la sémantique et le netlinking. La technique, c'est toujours pareil. C'est la même histoire. Si la technique n'est pas bonne, les positions vont se dégrader. Donc, c'est une partie où on doit absolument s'enlever ça de la tête comme un souci. Donc, il faut absolument que la technique soit parfaite pour qu'on puisse se concentrer sur les points les plus importants qui sont la sémantique. Donc, on a énormément travaillé avec le CTO en 1 an et demi. Pour information, on a produit 500 mantis, on les a livrés, donc 500 mantis techniques, ce qui est assez énorme en 1 an et demi, qui nous ont permis d'atteindre des niveaux d'indicateurs de performance qui sont les meilleurs du marché actuellement dans le monde de l'assurance. Donc, on en est assez fiers. Voilà, tout est dit, je pense. Et on va évidemment ajouter à ça un autre pilier SEO hyper important, le netlinking. Il y a une stratégie de netlinking chez Assurland, comme chez tout le monde, j'imagine. Mais oui, c'est ça. C'est-à-dire que, évidemment, il y a du netlinking naturel chez tous les gros sites. On en fait partie. On a une acquisition qui se fait naturellement. Mais quand je suis arrivé, évidemment, ça faisait partie de mes objectifs. C'était aussi d'analyser la concurrence et la stratégie de netlinking des concurrents. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai énormément travaillé sur l'analyse des datas des concurrents. Ça m'a permis d'identifier que on était très loin, donc il a fallu rattraper ce retard, et on l'a fait. On a pris le sujet à bras le corps, et dès 2022, on a beaucoup investi et on a rattrapé le retard sur l'ensemble des produits principaux. Donc on est assez content d'être revenu au même niveau que les concurrents. Donc voilà, et c'est quelque chose qu'on réitère cette année. Voilà, donc c'est très important d'être au même niveau que les concurrents pour pas se poser la question sur la notoriété des contenus. Donc, c'est
c'est comme la technique. Mm. La technique, il ne faut pas avoir le souci de technique. Donc, on évite d'avoir ce Mm. souci. Pour éviter d'avoir ce souci, on règle le problème et ensuite on se concentre sur le contenu. Le netlinking, Tout à c'est fait. pareil. On essaye de mettre en place une stratégie de netlinking d'acquisition. Une fois qu'elle est là, qu'elle est pérenne et qu'elle est progressive et régulière, on se concentre sur le plus important, la sémantique. Voilà. Et ça permet la sémantique, ça passe par évidemment aussi la stratégie de contenu où tu développes tes contenus informationnels. Ça va aider aussi à gagner des liens, forcément, puisqu'il y a du lien organique en fait qui va se faire. Donc Oui, bien sûr. tout est lié en SEO, technique, netlinking et Ouais. sémantique sont évidemment liés avec une stratégie de nouveau contenu qui est forte chez toi et une optimisation de l'existant qui est faite dans une moindre mesure. Oui, tout à fait. Alors, ce qu'on voit à l'écran, c'est pas tout à fait les vrais chiffres parce qu'en fait, on en fait beaucoup plus. Mais tout n'est pas encore intégré dans CMJ, mais ça va venir. C'est progressif. Mais effectivement, là, c'est l'ensemble des contenus qui sont concernés. Mais oui, c'est ça. La stratégie de contenu, c'est 80% du temps qu'on doit passer dans le SEO doit être concentré là-dessus, parce que c'est ça qui permet de se positionner aujourd'hui. Clairement, c'est ça. Il n'y a pas photo. Ouais. Stratégie de contenu, mais là, tu as des petites astuces à nous partager, notamment sur les contenus inutiles. C'est un de tes chevals de bataille, un de tes chevaux de Ouais. bataille, je ne sais pas, on s'en fout. Ouais, mais de toute façon, oui, pour ceux qui sont aguerris sur le sujet, qui connaissent bien les updates Google, ils doivent savoir ou ils ne le savent pas encore, mais s'ils ne le savent pas, sachez que les updates de Google de l'année dernière ont été très impactants pour beaucoup d'acteurs. Nous, on a aussi eu certains impacts, plutôt minimes, mais sur une partie des sites, de notre site, mais on a réussi quand même à reprendre la main et à comprendre ce qu'il fallait faire, donc on a rattrapé. Mais énormément de sites se sont fait toucher, impactés par ces updates, notamment le Helpful Content qui a eu lieu officiellement en août, mais en fait qui a démarré quelques mois avant. Et dans cet update, il y a un nouvel indicateur qui est très peu communiqué, qui n'est pas du tout communiqué par Google et qui est très peu diffusé sur les forums, mais qui existe réellement, c'est le fameux ratio des contenus inutiles versus utiles. Et plus globalement, ce que ça veut dire, c'est que plus vous avez de contenus dits inutiles ou considérés comme inutiles par Google dans votre site, par rapport au nombre de contenus utiles, plus vous serez impacté négativement sur vos positions. Donc, ça a directement un impact sur le classement. Donc, globalement, pour vous faire un schéma, c'est la stratégie des sites où on avait 30 000 pages avant, ça ne fonctionne plus. Vaut mieux avoir 3 000 pages bien ciblées avec un contenu de très grande qualité que 30 000 qui sont des contenus de moindre qualité, qui se répètent. Donc voilà, ça c'est un indicateur extrêmement important. Il faut absolument garder l'œil là-dessus. Et si vous avez des sites où il faut faire du nettoyage, il faudra le faire. C'est très important. Je pourrais répondre à vos questions si besoin. Ouais, on va en avoir beaucoup des questions, j'en vois qui défilent là derrière, qui sont super intéressantes. Et donc là, le message, je trouve qui est super intéressant ici, que tu nous dis, c'est on va pas faire du cocon sémantique pour faire du cocon sémantique, on va pas déployer des cocons de 800, 900, 1500 contenus pour les faire, on va faire des cocons qui soient hyper pertinents. En fait, en réalité, Ouais, vaut mieux un petit cocon bien ciblé qu'un gros cocon mal conçu, en fait. je dirais plutôt un cocon quand même consistant, mais petit peut-être pas. Mais oui, c'est vrai que déjà, il faut savoir que des contenus de qualité qui sont vraiment bien construits peuvent brasser énormément de mots-clés. Donc, il faut le savoir, on n'est pas toujours obligé de décliner plein de petits contenus pour essayer de se positionner sur des mots-clés connexes ou des mots-clés qui sont reliés. Donc, il faut savoir qu'un bon contenu peut vraiment brasser beaucoup plus de mots-clés que plusieurs contenus qui traitent de plusieurs sujets qui sont déjà traités dans le contenu principal. Donc, il faut faire, voilà, c'est vraiment une stratégie où on va faire un focus sur les contenus les plus importants. Ouais. Ok, très bien, merci Paul, on aura l'occasion de répondre à quelques questions, il y en a plus de 50 des questions, donc ça sera compliqué, mais on va gérer, on va parler de mise en œuvre opérationnelle SEO, du coup maintenant, et justement un peu l'enjeu des cocons sémantiques pour toi, vraiment en 20-30 secondes max, est-ce que tu peux nous détailler l'enjeu des cocons sémantiques ? Les cocons sémantiques, c'est vraiment
c'est d'identifier les contenus les plus importants, les contenus que les internautes recherchent le plus dans chaque thématique. Donc, dans l'assurance auto, on va avoir tout ce qui touche aux formules, par exemple aux formules d'assurance auto. On va avoir tout ce qui touche aux contrats, aux garanties. On va avoir ce qui touche au sinistre ou à l'achat de voitures et donc à l'impact sur les assurances. Tout ce qui touche vraiment de près au sujet principal qui est par exemple l'assurance auto, il faut les traiter dans les cocons sémantiques. Donc c'est ça en fait, les cocons sémantiques, c'est de se mettre à la place des internautes qui s'intéressent à un sujet. Et il faut le traiter sur tous ces aspects pour pouvoir répondre vraiment à toutes les attentes qu'il peut y avoir autour de cette problématique de l'assurance. Et il y en a beaucoup. Énormément de gens se posent des questions autour de l'assurance, dans leur relation avec les assureurs, sur leurs contrats, etc. Donc c'est très important de traiter ça pour que le cocon soit crédible d'un point de vue informationnel, que Google le reconnaisse comme étant qu'on nous reconnaisse comme étant un acteur de référence sur le sujet. Et c'est ça le cocon sémantique, ça sert à ça. Tout à fait. Et en parlant de ça, puisque tu es sur un enjeu particulier, tu travailles évidemment pas de manière désorganisée, hein, tu es plutôt quelqu'un de très organisé, toi et ton équipe, vous êtes des gens très organisés, donc Oui, vous passez par des étapes de création d'un cocon, c'est intéressant, donc que tu nous détailles un petit peu tes étapes, ta méthode en fait pour aider l'audience. Ma méthode, elle a rien de génial, hein. C'est pour savoir ce qu'il faut faire quand on arrive sur un nouveau marché. C'est ce qui était mon cas il y a quelques années chez Assurland. Donc, quand on arrive chez un nouvel acteur, il faut connaître la concurrence. Donc, on va crawler les sites des concurrents et puis on va analyser leur arborescence, les pages qui sont créées. Et puis, grâce à ces arborescences d'URL, on va pouvoir, grâce à des outils un peu spécialisés que moi je sais développer, mais d'autres aussi savent faire. On peut générer des études de mots-clés par URL, et donc par directory et par cocon. Et donc ensuite, on va identifier, parmi l'ensemble de ces mots-clés, de ces URL, on va identifier les contenus les plus intentionnistes. Alors, on a des niveaux d'intention chez Assurland. On a les ultra-intentionnistes, les intentionnistes et les semi-intentionnistes. Donc ça, c'est très important de prioriser, puisqu'il faut d'abord s'occuper des ultra-intentionnistes. Et donc, on va les classer comme ça et ensuite préparer des listes de mots-clés par URL, par catégorie d'URL et donc par cocon sémantique. Et ensuite, on va planifier toute la production. Ce que vous voyez sur l'écran à droite, c'est l'ensemble des sous-thématiques du cocon assurance auto. Donc, vous avez la comparaison, les formules, les compagnies d'assurance auto, donc les assureurs, les sinistres en voiture, la législation autour de la conduite auto qui impacte l'assurance, les garanties, les profils, les types de voitures et des conseils pour acheter les voitures et qu'elles coûtent le moins cher possible en assurance. Voilà. Évidemment, le nerf de la guerre, là aussi, pour les internautes. J'en profite, en fait, pour montrer ça, parce que ça, c'est important, en fait, c'est dans la plateforme CMJ, c'est utile, ça aide évidemment toutes les personnes qui travaillent en cocon sémantique. C'est le suivi, les KPI, on en a parlé en intro, il est super important. Dans la plateforme, si on travaille en cocon, si on travaille de manière organisée comme Paul, directement, on va pouvoir suivre, en fait, les performances d'un cocon en particulier de toutes nos pages, mais si on a 34 pages qui sont dans un cocon sémantique, on pourra en suivre les performances de manière fine et détaillée. Je ne vais pas en faire des caisses là-dessus. On va voir ici qu'en 2022, Paul, tu as structuré, tu as créé des contenus justement en cocon sémantique sur l'assurance auto, et tu me disais hier, d'ailleurs, on voyait en fait l'impact aussi du moment où tu es arrivé, où tu as commencé à prendre en fait en main ce cocon sémantique, on le voit directement sur cette courbe, qui est une courbe issue de Ahrefs pour la petite histoire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, là, on parle vraiment du cocon sémantique assurance auto qui est structuré avec une structure d'URL bien particulière qui n'existait pas avant mon arrivée. Donc, avant, Assurland était déjà positionné sur, il me semble, beaucoup de mots-clés assurance qui étaient liés à l'assurance auto. Mais la structure des URL n'était pas conforme à la définition même des cocons sémantiques. Ce que j'ai mis en place, c'est toute une structure et donc une arborescence, comme j'en parlais auparavant. Et dans cette arborescence, on a évidemment déployé énormément de contenu. Donc, on en est, il y a plusieurs centaines aujourd'hui. Il y a
toutes celles qui ont été incorporées à CMJ pour la création de l'optimisation, et il y a toutes celles qu'on a aussi incorporées en dehors de CMJ, mais qui seront incorporées dans CMJ un peu plus tard pour des optimisations. Mais l'idée, oui, ça a été de renforcer le cocon sémantique assurance auto pour que, voilà, le trafic décolle. Et là, ce qu'on voit, c'est vraiment que du trafic intentionniste, et c'est ça qui est intéressant, c'est que de l'intentionniste. Et, Ok. et donc, tout ce qu'on a, tous les clics qui arrivent sont des clics intentionnistes qui ont une probabilité très importante de remplir un formulaire. Et ça, c'est ça qu'on recherche. Exactement. Donc j'avance parce que le temps file et Bien on sûr. veut du temps pour répondre à vos questions, c'est important. Donc évidemment, du côté assurant, il y a eu la mise en place de la solution SMJ. On est sur une stratégie globale de réflexion technique, sémantique, netlinking, etc. Et SMJ s'est intégré là-dedans. Ce qui t'a aidé à définir évidemment tes objectifs SEO. En notre compagnie, on a fait un accompagnement de l'équipe Assurland à l'utilisation de la plateforme. Ça, c'est mon rôle. C'est moi qui suis en gestion de ce côté-là, onboarding, etc., etc. On a travaillé sur l'identification des meilleures opportunités. Il y a eu l'optimisation SEO des contenus qui a été faite de votre côté par vos équipes directement. L'amélioration du maillage interne, évidemment, importante pour les cocons. Et l'analyse des gains au global, cocon par cocon. C'est la slide que je montrais juste avant. Mais au-delà de cette stratégie globale, évidemment, il faut les créer, les contenus. On en avait un petit peu parlé. Donc, je reviens en vitesse, vraiment 2 secondes sur le workflow type de création de contenu. On part toujours d'opportunités, d'enjeux, d'objectifs, d'opportunités. On planifie une stratégie d'édito. Évidemment, on va produire des contenus SEO friendly. Donc, on va penser en termes d'intention utilisateur. Ça va être ultra important. Et comme on est là, évidemment, pour avoir du gain, on va mesurer l'efficacité des contenus. Donc évidemment, pour Assurland, l'enjeu a été de mieux organiser la production et avec un objectif aussi, un enjeu de gagner en lisibilité, en efficacité grâce au planning éditorial SEO. Et comment ça marche en fait techniquement dans la plateforme pour les gens qui ne nous connaissent pas forcément encore. On va travailler sur un mot-clé à forte opportunité. Et ici, c'est important, revenir sur ce qu'a dit Paul. Quand on travaille un mot-clé, donc ici, voiture jeune conducteur, avec 3600 de volume de recherche, il faut toujours avoir en tête qu'on ne travaille pas qu'un mot-clé. Je travaille ce mot-clé, mais je vais ouvrir aussi le champ sémantique et je vais me positionner sur énormément d'autres mots-clés. Il n'est pas rare de voir une page cibler un mot-clé et se positionner dans un top 100 Google sur 400 mots-clés. Ça existe. Et c'est ce qui permet notamment d'avoir des volumes de clics qui dépassent largement les volumes de recherche. Si vous vous demandez, c'est très, très classique. Donc, comment ça va fonctionner ? Nos utilisateurs vont suivre nos recommandations en termes de titres, de longueur, etc., etc. Et par exemple, sur l'intégration des intentions de recherche, ce qu'on va baliser en HN, un H2, H3, etc., etc., c'est beaucoup là, en fait, qu'on va aller chercher aussi les mots-clés supplémentaires, les mots-clés connexes, en fait, aux mots-clés que l'on travaille, puisqu'on va travailler sur de l'informationnel, on va pas mal travailler sur des questions aussi, et sur des réponses, en fait, tout simplement, que se posent les gens. Et on a vu qu'en termes d'assurance, Paul l'a beaucoup expliqué, les gens se posent mécaniquement beaucoup de questions. Nous sommes tous assurés quelque part pour une raison ou une autre. On a au moins tous une assurance habitation. On s'est forcément posé des questions par rapport à ça. Donc, on sait que quand on cherche sur Google, on est vraiment dans un objectif généralement de questionnement et d'obtenir, en fait, tout simplement des réponses. Et au-delà des intentions de recherche, on va retrouver dans SIMJ les autres recommandations. Donc, je l'ai dit, la balise title, la longueur qui est super importante pour des contenus riches, les questions, évidemment, les termes associés pour enrichir directement le corps du texte. Et bien sûr, puisqu'on a parlé de cocon sémantique, les recommandations de maillage interne, lien entrant, lien sortant des pages d'un même site. Ultra important. J'ai beaucoup parlé, donc je vais laisser Paul reprendre la main parce qu'il parle beaucoup mieux que moi pour donner ses astuces SMJ en fait. Alors, les astuces, oui, j'en ai identifié 3. La plus importante, c'est le content score. Le content score, c'est l'indicateur le plus important de la plateforme CMJ. C'est ce qui, il a plein d'objectifs, mais en tout cas, un des objectifs le plus important, c'est de permettre aux rédacteurs d'avoir un fil conducteur. Alors, une fois que la culture SEO est en place dans l'équipe, ou en tout cas que la formation et la veille SEO est régulière, le content score est toujours le fil conducteur. C'est-à-dire que même si on fait évoluer notre approche sémantique, le content score est toujours le même, est toujours l'indicateur à privilégier pour les rédacteurs. Donc ça, c'est très important. Le deuxième point sur le content score, c'est qu'il est intéressant de suivre l'historique des content scores. Car depuis l'update de Google sur la partie content, le helpful content, on a observé, moi j'ai observé l'année dernière que le content score se dégrade très vite, peut se dégrader très vite
surtout après chaque update, mais en tout cas, plus les updates avancent, plus l'exigence de Google sur la qualité des contenus monte, et donc plus les content scores diminuent. Mm. C'est intéressant de voir si les content scores évoluent à la baisse, parce que ça veut dire qu'il faut intervenir et qu'il faut réoptimiser. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a eu un update Google, mais après un update Google, en général, les content scores prennent une petite claque. Et en tout cas, c'est ce que j'ai observé empiriquement. Et voilà. Mais ça peut aussi dire que la concurrence a explosé, enfin, du jour au Ouais. lendemain, et il y a de nouveaux acteurs. Et donc, Google a privilégié les nouveaux acteurs qui n'ont pas la même approche sémantique. Et donc, votre contenu qui cartonnait avant devient obsolète assez rapidement. Donc, c'est très important de suivre l'évolution. C'est, je Oui. me permets, hein, Oui. l'identification des contenus obsolètes, c'est aussi une des clés en SEO, c'est de savoir tout de suite aller retrouver ces contenus obsolètes, les réoptimiser, les remettre à jour et toujours se réaligner par rapport à la concurrence. On insiste énormément, nous, auprès de nos utilisateurs par rapport à ça, donc je rajoute une petite couche par rapport à ça. Bien sûr. Après, il y a d'autres choses qui sont importantes, hein, parce que, par exemple, nous, chez Assurland, on a mis en place très, très tôt, quand je suis arrivé, une stratégie de ce qu'on appelle les PAA, les People Also Ask. Vous savez, c'est les questions qu'on retrouve sur Google quand on tape un mot-clé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les questions, les questions posées. Et donc, très, très rapidement, on a mis en place cette logique de contenu. Donc, on a toujours, ou la plupart du temps, on a un bloc de questions-réponses à la fin de chaque contenu. Donc, ça, c'est bien parce que CMJ intègre cette notion-là. Donc, ça permet de gérer ces PAA. Et puis, si vous faites un bon travail de données structurées, vous pouvez vous retrouver avec des snippets comme à l'écran, avec les FAQ qui s'affichent. Donc, vous prenez plus de place. Donc, plus vous prenez de place, mieux c'est. Voilà. Voilà. Et le troisième type astuce, c'est les H2. C'est identifier les H2 très rapidement des concurrents. Et ça, c'est important parce que les H2, c'est fondamental dans la structuration des contenus. C'est le fait même parfois d'inverser des H2 ou de traiter un sujet dans un autre ordre, ça peut vous faire positionner différemment. Donc, le choix des H2 est assez stratégique dans la rédaction. Tout à fait. Alors, du coup, on avance, il ne nous reste pas beaucoup de temps, il nous reste 5 minutes pour finir les slides et après on passera à vos questions. Effectivement, tu fonctionnais sur une stratégie préalable où tu fonctionnais beaucoup avec des scripts Python, ce genre de choses, tu travaillais beaucoup à la mano, hein, de mémoire, dans ce que tu nous as dit dans les échanges quand on a créé le webinar. Et maintenant, tu es passé à une stratégie optimisée qui va évidemment beaucoup plus vite et qui te permet de gagner beaucoup de temps avec ton étude de mots-clés. Donc, tu nous as parlé tout à l'heure, la préparation des URL dans la plateforme, la rédaction et bien sûr, évidemment, c'est super important, la relecture. Pourquoi ? Parce que tu l'as dit, le helpful content, il faut que les choses soient qualitatives. Donc, tout ça, pourquoi ? Pour obtenir quand même des résultats et des bénéfices, c'est important là-dessus. Donc, ça te permet, CMJ, de visualiser rapidement tes gains grâce à tes suivis de KPI et tu peux suivre en un coup d'œil les évolutions de la performance de tes contenus. On va passer un petit peu aux résultats. Par exemple, on a vu voiture jeune conducteur tout à l'heure. C'est un contenu que tu as mis en ligne en juillet 2022. Donc, on est sur un nouveau contenu, si je ne me trompe pas. On n'est pas du tout sur une optimisation ici. Et tu as pris la 2e position très, très vite. On le voit d'ailleurs aussi en termes de clics sur la courbe, qui est assez impressionnante. Ouais, c'est vrai. Voilà pour celle-là. Juste, je détaille, le 83 que vous voyez ici, c'est le content score de CMJ. C'est en fait le respect de l'ensemble des recommandations que l'on a vues tout à l'heure. Dès qu'on en rentre en fait dans la plateforme, tout simplement, on monte. On recommande un content score de 75 minimum chez CMJ. Ici, c'est 83. Et on sait que plus on monte et plus ça fonctionne, en fait, tout simplement. Page SEO, pareil, conduire sans permis, mise en ligne en mars 2022, une 4e position obtenue assez rapidement et tout de suite aussi une courbe ascensionnelle, oui, tout à fait. Ouais, clairement. Plutôt intéressante. Ouais. Et on voit sur la slide, tu parlais des PAA qui sont super importants, les autres questions utilisateurs que l'on voit ici. Tout à fait. Tout simplement. J'imagine que du coup, tu es plutôt satisfait rien que sur ces 2 contenus. Oui, c'est ce qu'on essaye d'avoir. Enfin, c'est l'idéal, hein, mais à chaque fois qu'on écrit un contenu, c'est un peu le succès qu'on essaye d'avoir à chaque fois. Mais on en a plein des comme ça, et donc on est content. Et c'est pas toujours évident d'y arriver à chaque fois sur l'ensemble de tous les produits, mais c'est voilà, on y arrive. Et surtout que là, on voit
top 10 qui était aussi particulier, puisqu'on a du .gouv, du servicepublic.fr qui est en premier. Donc, il Oui, faut aller les challenger aussi, ceux-là. Donc, mais, donc voilà, c'est ouais. très belle position. Requête hyper concurrentielle. On revient aux AssureTech, dont on a parlé en fait tout à l'heure, assurance auto pas chère, mise en ligne en octobre 2022, c'est relativement récent. Donc ça a été aussi là assez vite avec une 5e position et une belle présence en fait dans la SERP, Search Engine Result Pages. Et je pense que le plus intéressant ici, si tu peux nous en parler vraiment en 2 minutes, Paul, c'est les mots-clés organiques, donc top 3, et où on voit l'ascension en fait Oui, phénoménale en termes de mots-clés organiques en top c'est 3. ça, l'objectif, c'est de voir, en fait, quand on met en place des cocons sémantiques, c'est pas forcément, on ne recherche pas forcément des objectifs en valeur absolue, on recherche une croissance, on recherche une tendance, et c'est ça qui est intéressant. Donc, il faut qu'absolument que les tendances, donc là, tu as choisi top 3, mais moi, j'aurais plutôt choisi top 10, c'est quand même le plus important, d'être en première page. Donc, en tout cas, d'être toujours avoir une croissance du nombre de top 10. Donc, ça, c'est hyper important. Donc, top 3 aussi, c'est mieux. Quand on peut avoir les deux, c'est encore mieux. Et c'est ça. Si la courbe va dans ce sens-là, c'est qu'on le travail est bon. Effectivement, on aurait pu mettre top 10 et j'ai mis top 3. Pourquoi? Pas pour montrer que face à une concurrence et un périmètre hyper concurrentiel comme celui que tu connais, en top Pas 3, faux. ça monte et ça monte fort. C'est pas faux. Oui. Et du coup, on va passer, on arrive déjà à la conclusion, et tout simplement, tes apprentissages, donc si tu peux rapidement Oui, bien nous sûr. En fait, ouvrir. voilà, SMJ, ça fait gagner du temps parce que sur la partie scrapping, on n'est pas obligé de développer en Python. Voilà. Et donc, du coup, c'est hyper important. Mais c'est vrai que pour en revenir très rapidement, ça a permis de fonctionner. Enfin, moi, j'ai toujours été très data. Et donc, c'est une culture data que j'ai voulu aussi inculquer à toute l'équipe. Et donc, cette culture data se fait aussi en allant scraper des données. Donc, ça, CMJ le fait à votre place. Et ça permet très rapidement, justement, d'impliquer, de former les collaborateurs à cette culture data, parce que le SEO, c'est de la data. C'est de la data, ça peut être des intentions, ça peut être des chiffres, ça peut être des mots-clés, etc. Enfin, toute cette data qui est autour des SERP, qui est très importante de pouvoir avoir au même endroit dans une même interface. Donc, ça fait gagner du temps. D'autres apprentissages, oui, c'est le travail sur les intentions, et ça, CMJ est très intéressant parce ça permet aux collaborateurs de changer un peu de mentalité. C'est-à-dire que les rédacteurs sont pas tous des experts SEO et ont leur propre culture de la rédaction. Donc, souvent, quand ils sont journalistes de formation, sont plutôt un peu puristes. Et donc, c'est très important de leur faire, de leur expliquer ou de leur faire travailler ce qu'on appelle les intentions de recherche et donc de travailler cette culture du SEO. Et donc, pour ça, CMJ est aussi intéressant parce que les intentions ressortent dans l'outil et donc ça permet de formater ou de formaliser le travail des rédacteurs, de le rendre plus mécanique sur l'usage des différents indicateurs SEO. Et puis bien sûr, en termes d'organisation, de travail en collaboration, de respect du content score et de process. Donc ça fait partie de tes apprentissages. Et tu as aussi, et je trouve cette slide super intéressante, 3 derniers conseils à donner à l'audience. Oui, les 3 derniers, c'est les plus importants. C'est ce dont je suis le plus fier chez Assurland parce que c'est peut-être le plus difficile, d'impliquer tous les acteurs de l'équipe dans le projet SEO, parce que le SEO est central, mais c'est pas évident de convaincre tout le monde que le SEO, il faut l'appréhender et voilà, il faut l'accepter. Donc ça a été très important. Donc il faut absolument structurer votre équipe sur SEO, sur par contre le côté gestion de projet, planification, gestion des rôles. De formation aussi. Former vos collaborateurs au SEO en permanence. Ça, c'est quelque chose. Alors, en permanence, c'est pas tous les jours, mais ça peut être toutes les semaines ou tous les mois. Mais toujours toujours initier vraiment de la formation SEO auprès de vos collaborateurs, partager l'information. Alors ça, c'est quelque chose que moi je fais énormément parce que je pense que c'est en partageant qu'on arrive à faire monter la compétence d'une équipe. Ouais. Et, voilà. Et donc, à Et on terme, applique. c'est d'impliquer tout le monde dans le même projet.
c'est sûr. Évidemment, on implique tout le monde un maximum et on fonctionne en bonne synergie. Voilà, on va passer à vos questions. On est un petit peu en retard. On va essayer de faire des réponses assez rapides et concises. On en a eu pas mal. J'en ai une qui est intéressante de Mike Imen. Quelle place des IA dans votre stratégie? En 2 mots. J'ai pas entendu la Oui. question. Quelle place de l'intelligence artificielle? Alors, l'intelligence artificielle, bonne question. La place, elle est minime. Globalement, ChatGPT, il est hyper intéressant. Il est hyper intéressant pour reformuler des titles, reformuler des métadescriptions, parfois trouver des plans de sites, mais sinon, ça s'arrête là. Mais tu t'en sers quand même de On manière. sert quand même parce que c'est quand même assez puissant, mais surtout pas de génération de contenu. Ouais. Il faut savoir que le dernier update de Google qui vient d'avoir lieu est a priori centré sur la détection des contenus générés par l'IA. Donc, ne faites pas confiance à Google quand il vous dit que il accepte l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est pas vrai. C'est toujours la même histoire. Ça doit être centré sur l'internaute et pas centré sur les outils. Donc, l'outil n'est qu'un outil. Vous pouvez l'utiliser de façon parcellaire. C'est tout. Bien utiliser l'IA, c'est la clé évidemment et d'apprendre les bons prompts. J'ai une deuxième question qui est super intéressante, Caroline Scholten qui a posé une très, très bonne question parce qu'on a beaucoup parlé de cocons et qui te demande, quels sont les outils que tu utilises pour créer tes cocons? Alors, pour créer des cocons, en fait, ça se fait à la main. En tout cas, ça se modélise par la pensée et en analysant les structures des concurrents, les structures de sites des concurrents. Donc, en identifiant l'ensemble des sous-thématiques qui vont contenir les cocons. Donc, en fait, en gros, c'est passer énormément de temps sur les arborescences, sur les sites des concurrents et sur les arborescences des concurrents. Ensuite, identifier les sous-thématiques. Donc, c'est tout un travail qui se fait à la main. Ensuite, l'intégration sur le site, c'est de la tech. C'est une histoire de structure d'URL. C'est juste ça. Mais donc, on va avoir, pour Assurance Auto, ça sera toutes les URL qui sont en slash assurance-auto slash et à l'intérieur, on aura l'ensemble des sous-thématiques et des contenus. Mais sinon, tout se fait avec la pensée. Ça, il n'y a pas d'outil magique. Il y a pas d'outil magique, il faut un Paul Romano, en fait, en gros. Mais, ou appliquer les bonnes méthodes et bien se poser des questions. Et d'ailleurs, en parlant de ça, question que j'aime beaucoup d'Arnaud, 41 votes Arnaud pour sa question. Comment identifier les contenus inutiles? Est-ce qu'il faut les améliorer, en fait, ou les supprimer? Comment on Alors, fait? ça, c'est une grande question. J'ai énormément travaillé sur le sujet l'année dernière. Alors, les contenus inutiles, évidemment, vous connaissez Google, il ne nous donnera jamais l'information de la définition. Mais moi, j'ai de façon empirique un peu délimité le terrain. Donc, globalement, un contenu inutile, c'est un contenu qui est court, très court. Ça peut être un contenu qui est dupliqué à un autre ou qui duplique, en tout cas, son sujet est dupliqué par rapport à un contenu principal. C'est un contenu qui, quand vous le lisez, n'apporte pas grand-chose à l'internaute. C'est un contenu qui présente mal, par exemple, qui a une très mauvaise présentation ou qui n'est pas aussi élaboré qu'un autre contenu que vous avez fait récemment. Il y a beaucoup de façons de le voir, mais en tout cas, la longueur du contenu et peut-être le dernier indicateur, c'est qu'il n'a pas fait de trafic depuis un certain moment. Donc, par exemple, des contenus qui sont loin dans votre arborescence, qui font pas de trafic depuis 6 mois, 1 an, qui se positionnent très mal ou qui cannibalisent d'autres contenus, c'est-à-dire que de temps en temps, ils se positionnent et puis de temps en temps, ils disparaissent. Voilà, on peut penser que ce sont des contenus inutiles. Mais globalement, vous les regardez, vous voyez tout de suite que c'est pas hyper intéressant parce que trop court, parce que ça peut être des actus, ça peut être des contenus chauds, des actualités qui ont été rédigés il y a 2 ans, 3 ans, qui à l'époque étaient justifiés et qui ne le sont plus aujourd'hui, mais qui restent dans votre site et puis qui en fait pénalisent votre site parce que vous laissez des vieilles actus traîner et qui ont un contenu qui n'est pas très intéressant pour l'internaute. Et ça peut être considéré comme un contenu inutile. Une actu vieille peut être considérée comme un contenu inutile.
Parfait, merci Paul, on est pile dans les temps et comme le dit, si pertinemment Carlos, elle a l'air d'assurer en fait votre stratégie. Merci pour le jeu de mots. Donc, on n'a pas le temps, malheureusement de prendre, d'autres questions, donc désolé, il y en avait vraiment beaucoup. On a pris les principales, celles pardon, il y a eu le plus de vols. Je te remercie énormément, Paul, d'avoir Merci partagé à vous. Un tous ces bons plaisir. conseils en termes de stratégie. Je remercie beaucoup les 1000 personnes en fait, qui ont assisté à ce webinaire. Un grand merci à toutes et à tous. Je vous invite, et c'est important, à rester avec nous. La prochaine conférence, elle est dans 9 minutes. Elle est par Nicolas Mercatili, cofondateur et gérant de Semjuice, une belle référence. Et le thème, comment accroître les performances SEO d'un contenu qui stagne dans la SERP. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis merci à toutes et à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.